président Banakani, certes l'opposition est à sa part de responsabilité, mais aussi le peuple également. Et ça me fait penser justement à la situation, on parlait tout à l'heure, on a vu du côté du Mali, du Burkina Faso, ce peuple-là qui est descendu dans les rues pour réclamer une certaine indépendance, le départ, entre autres, plusieurs revendications, et soutenir les différents dirigeants actuels, sans compter justement sur les différents leaders de l'opposition. Alors, est-ce que c'est ce peuple dont on parle, ce peuple-là qui va prendre ses responsabilités? L'avantage de cette situation malienne, pour ne parler que du cas du Mali, mais dans le monde on a vu ça. Pose sur la table le véritable problème de ce qu'on appelle démocratie dans nos pays et de ce qu'on appelle l'opposition dans nos pays. Il ne faut pas raconter des histoires. C'est-à-dire que, à part ça, je voulais saluer la brillante analyse qu'il a faite. Mais il y a un problème, même si vous avez le peuple. Quand la communauté internationale décide de finir votre peuple, vous faites quoi? Ça se voit dans tous les pays africains. C'est-à-dire que même quand le peuple, même quand les gens passent de la population, comme il a dit, à peuple, il y a des cas. Qu'est-ce qu'on fait du peuple quand on veut détruire? Il s'est passé quoi en Libye? Il s'est passé quoi en Syrie? Vous croyez qu'il n'y a pas de peuple là-bas? Il y avait des peuples là-bas. Il se passe quoi au Mali aujourd'hui? Peut-on faire mieux que le peuple malien? N'est-il pas en train de crier devant le monde entier? Mais vous avez affaire à des puissances internationales organisées en bandes criminelles qui punissent les peuples parce que ceux-ci veulent orienter le destin de leur pays en dehors des canaux impérialistes. C'est de cela qu'il s'agit. Kissinger avait dit en son temps concernant la question du Chili, à l'époque, sous Allende, il a dit aux Chiliens, nous allons vous punir parce que vous avez voté démocratiquement Salvatore Allende. Mon aîné qui est là, il connaît cette histoire. Et dès qu'il a dit, il y a eu le coup de temps, on allait l'assassiner dans son palais. Ça se passe partout comme ça. Vous voyez donc il y a un rapport, il y a des puissances qui sont même capables d'annihiler la volonté populaire. Ils se donnent les moyens militaro-économiques pour le faire. Donc ça va au-delà de ça. Et une réflexion politique sérieuse doit se mener au-delà même de ce que Sabaka appelle la souveraineté populaire, dont il a raison, est indépassable. Quand vraiment un peuple en est conscient, les Vietnamiens l'ont démontré, il peut endurer des souffrances extraordinaires. Ça c'est vrai. Mais à qui avez-vous en face? À des inhumains. À des inhumains qui ont développé les moyens qui les permettent même d'écraser les peuples, même quand ils sont les plus conscients de leur devoir. On est devant cette réalité historique. Ça se passe devant nous. Si on peut faire ce qu'on est en train de faire à une puissance comme la Russie, puissance nucléaire, puissance méga nucléaire, vous imaginez ce qu'on peut faire à des pays qui n'existent pas comme l'Afrique? Vous imaginez? C'est cette violence-là qui est le problème de l'Afrique, c'est elle. C'est elle. Et tant que la politique ne pourra pas articuler une analyse locale, n'est-ce pas, comme il dit, faire une articulation locale avec les lois de la globalité, je dis pas la globalisation, ça ne bougera pas. Les problèmes locaux sont des problèmes globaux, vice-versa. Vice-versa. Donc, pour dire quoi? Tout à l'heure, quand le président a parlé de la souveraineté populaire, oui, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut aller à la base. Oui. Et il a travaillé beaucoup pour ça. Mais si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, vous allez faire quel travail sérieux à la base quand le centre du pays, c'est-à-dire Yaoundé, ne comprend pas ce que ça veut dire. Et estime qu'ils doivent toujours avoir une majorité obèse dans le pays par tous les moyens. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que là, au fond du jeu politique au Cameroun, si on prend le cas du Cameroun comme cas d'école, parce que moi, je ne suis pas dans les... C'est des phénomènes globaux. Au Cameroun, la souveraineté populaire telle qu'il a magistralement définie, cette idée-là, je la partage, qui doit s'ancrer dans le local pour remonter. Au Cameroun, aujourd'hui, on parle de décentralisation. Mais quand vous êtes dans le fond de l'affaire, est-ce que Yaoundé, on a compris ce que ça veut dire? Ils comprennent pas. Leur affaire de décentralisation, c'est qu'ils prennent tout l'argent du pays, ils vassalisent toutes les régions du pays, tout le monde est consort. Un bloc de 10 ministres, de 2 ou 3 ministres à Yaoundé confisque le pays, prend le président à otage, le pays est bloqué. C'est ça l'idée qu'ils ont. Alors dis-moi comment, avec ça, président Sambaka, tu vas faire quoi à la base? Tu as une mairie, tu veux travailler, on va te bloquer. On va te bloquer. Donc il faut même que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire seulement de parti. Il faut que dans le pays, que les dirigeants de l'État comprennent qu'ils peuvent faire développer le pays seul. À cause des bureaucrates que le président appelle l'inertie. Un mot très diplomatique, mais qui cache une vérité que la criminalité administrative au Cameroun doit amener l'État, au sommet de l'État, à comprendre que le Cameroun, ce n'est pas une affaire d'une majorité électorale obèse,
Même si je comprends que le président doit avoir une majorité pour éviter n'importe quoi, parce que les présidents étrangers sont là et manipulent très bien l'opposition. Mais il faut travailler à faire émerger les forces saines dans le pays intelligemment pour que ce qu'il est en train de dire là, on articule le local et le pouvoir central. Le pays est bloqué aujourd'hui. Voilà la vie chère qui arrive. Que le gouvernement camerounais nous demande aux populations de s'adapter, de serrer la ceinture. C'est un discours, ça? Ça a un sens? Un gouvernement parle comme ça? Et qui dit ça au Camerounais? Qui le dit? Qui dit ça? Les gens, les ministres de Yaoundé, ils sont crédibles pour parler comme ça au Camerounais? Hein? On a limite de demander, mais ils sont comme nous pour parler comme ça aux gens. Mais serrer la ceinture, on devrait plus éviter ça. Si on avait compris l'importance d'articuler le local, n'est-ce pas? Au central, très tôt, on éviterait ces crises. Parce que les communes, que ce soit dans l'arrière-pays et dans les centres urbains, auraient enclenché une dynamique de développement agricole partout qui aurait permis d'anticiper sur la vie chère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il ne parle de serrer la ceinture. Quand les ministres passent le temps, dès qu'il a signé un accord avec le FMI, il vient naguer les gens. Dès qu'ils sont assis dans leur poste, ils ont leur budget passé, ils naguent les gens. Donc c'est un problème qui est très profond. C'est l'État qui doit penser ça et savoir partager une vision qui intègre la diversité sociopolitique du pays sans paralyser l'action de l'État. Alors il y a là un niveau de science politique et de savoir-faire politique, je suis désolé de le dire, que les organisateurs politiques locaux, que ce soit en Afrique et au Cameroun, n'ont pas et ne veulent même pas avoir. Ils ne veulent même pas avoir. Ça, c'est un. Sur le plan de l'abstention qu'il a convoquée. Mais la responsabilité même globale, le président Sambaka, dans le monde, est-ce qu'on veut qu'il y ait des pouvoirs populaires dans le monde? On ne veut pas. Citez-moi une seule démocratie dans le monde que vous connaissez. Alors, la fanfaronnade des Américains nous ont démontré. Leur président, c'est quelqu'un qui n'est pas décidé une seconde par jour. Le président américain, Joe Biden. Quand un président confond le président de la supposée première puissance mondiale, il se met, il parle aux gens, après il dit, oh maman, ça c'est des gars au Wisconsin. Maman, tu es là? Sa maman est décédée depuis. Il y a la vidéo, hein? Elle est décédée depuis. C'est son collaborateur qui dit, monsieur le président, non, maman n'est pas là, elle est décédée depuis. Ah, il dit, en tout cas, là où elle est, elle nous voit. Quand on me dit que la démocratie permet d'élire un type comme ça, président, en Amérique, mais imaginez, dans le monde du président Sambaka, on sait tout dans le monde que ces présidents partout sont des marionnettes de puissance financière. De quelques familles qui ont le monde en otage, à travers les marchés financiers. Tout le monde le sait. Mais on fait semblant de... On fait comme s'il n'y a rien. Regardez M. Macron en France. Allez en Angleterre, allez partout. Les pays qui s'en démarquent sont des pays justement qui n'ont pas des modèles démocratiques version occidentale. La Chine, ben, vous savez, la démocratie chinoise c'est une démocratie populaire, mais vous savez comment ça fonctionne. C'est pas le modèle occidental. Pareil pour la Russie. Vous allez en Inde, pareil. Ce sont les pays-là qui essayent d'émerger, c'est-à-dire d'amener leur pays à faire des sauts en matière de développement au niveau qualitatif. Ça doit nous faire réfléchir. Donc, merci Président. Donc, le phénomène de l'abstention aujourd'hui est un phénomène mondial. On voit que dans tous les pays du monde, les gens ne vont plus voter. Parce qu'ils sont déçus de la politique. Ils ne se reconnaissent pas. Et il faut réfléchir à la vraie raison fondamentale de ce divorce entre la politique apparente et les peuples. Il y a une raison. Il y a une raison que tout le monde le voit. Le monde est pris en otage par les marchés financiers qui imposent des politiques qui appauvrissent les gens. Mais quand un gars est pauvre sur 100 ans, il vote 5, 2 ou 3, 4 fois, ça n'apporte rien à son niveau de vie. Vous voulez qu'il aille voter pourquoi? Entre nous, vous voulez qu'il aille voter pourquoi? Parce que comme le vote, c'est pour qu'en retour, je ressens ça dans mon niveau de vie. C'est le plan qualitatif, c'est le plan quantitatif. La quantité, c'est mon panier de la ménagère matinale, n'est-ce pas? Oui. Et la qualité, c'est le niveau de participation populaire dont parle le président Sambaka. Est-ce que dans nos pays aujourd'hui, c'est possible? La question du trucage des élections. Oui. Le président l'a dit. Il a évoqué tout à fait. Oui. Et une fois de plus, magistralement, les élections sont truquées partout. Il n'y a aucun endroit au monde, il y a une seule élection démocratique. C'est truqué. C'est truqué partout. Dans quel sens? Mais maintenant, on se rend même compte que... Est-ce que les présidents qui sont en place n'ont pas réellement gagné les élections? Dieu va gagner les élections aux États-Unis. Non, pour le cas de l'Afrique, par exemple. Non, ne commence pas. L'Afrique, c'est le temple de la démocratie. Lui-même, il a dit que nous allons mettre en place le plus grand système de fraude. Il a dit, vous savez comme il n'est pas normal là. Il n'est pas normal. Il a dit ça. Il a vidéo. Il a dit ça ouvertement hein, avant Obama. Il dit que moi et Obama, nous avons mis en place le plus grand système de fraude de l'élection et nous allons gagner. Ouvertement. Combien les vidéos, vous le voyez demander de massacrer les Yougoslaves, de les bombarder. Il se vante. Hein. Il dit, j'ai demandé qu'on les bombarde. Il faut les bombarder. On les a bombardés. Je suis fier de ça. C'est pour la démocratie. Yougoslavie. Et celui qui donne les leçons à Poutine,
actuellement. Vous voyez votre monde, c'est quoi ça? Est-ce qu'une démocratie peut élire un fou à la tête du pays? Peut élire un délégué à la tête du pays? Vous allez en France, Macron a été élu démocratiquement. Il est normal, Macron? C'est le président de la France. On va pas... Mais je m'en il est fous. normal. Président continent, il est normal. Je m'en fous. Oui, si c'était rien comme moi, ce monsieur, oui. j'aurais pris un fusil de paix. Non, président. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Non. Tous les jours, il provoque l'Afrique. Hein? Il attaque des Africains tous les jours et nous, on fait le dos. Quelqu'un qui est élu démocratiquement peut parler comme ça à notre continent. Et ça ne dira pas les Français. Parce que les Français nous reprochent autre chose. Hein. Ils ne reprochent pas ce qu'il fait à l'Afrique. Regardez tous les candidats à l'élection française. Y compris Mélenchon, dont on dit qu'il est trop progressiste. Regardez leur position sur l'Afrique. Il y a un consensus clair que l'Afrique, c'est le champ de la France. Personne ne critique Macron sur la manière dont il traite le continent africain. Mais si l'autre jour, il y a eu des caricatures russes, simplement, les caricatures russes, n'est-ce pas, contre la France. Vous avez vu la réaction qu'il y a eu en France? On a demandé à l'ambassade russe, il faut enlever ça, c'est inacceptable, machin. Mais, et ça fait le chorus dans le champ politique français. Mais les folie de ce gamin sur l'Afrique, tous les jours, vous avez entendu quel homme politique français s'est levé et dit que ça n'était pas bon, M. Macron? Personne. C'est un consensus. Donc, nous donnons des faits. Et vous avez les formes de trucage électoraux, vous avez le trucage scientifique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, à travers les algorithmes, il sait de quoi je parle. Et la science et des sondages. Le sondage, c'est une agression de la souveraineté populaire. Parce qu'on ne peut pas diviser la souveraineté populaire en morceaux, et on prend un morceau, on met comme ça, l'autre on met comme ça, après on dit que non, le peuple... On a remplacé la volonté populaire par les sondages. Nous trouvons que c'est normal, mais il n'y a pas plus meilleur truc que ça, parce que, un, on sait d'abord qui fait les sondages. Deux, on connaît à qui appartiennent les entreprises de sondage. Pour le cas de la France, vous serez surpris si vous regardez qui gère les sondages. C'est quelques personnes, avec des intérêts bien précis. Milliardaires, qui ont intérêt à placer les gens au pouvoir, ils les placent pour développer leurs affaires. Et c'est eux qui décident qui est candidat, qui est le plus en tête, et tous les hommes politiques français ont accepté ça. Vous comprenez? Vous avez le trucage culturel. Et là, c'est plus complexe, on ne le voit pas. C'est-à-dire le fait de croire que le système politique, c'est tel qu'il est, il est le meilleur au monde. Il y a un préjugé de fait que non. Nous, on est dans le meilleur régime politique du monde. Jusqu'au jour où on est surpris par le coronavirus, on se rend compte qu'on n'a plus de liberté. Et on commence à réfléchir. Trucage culturel. Donc, vous avez, n'est-ce pas, toutes ces formes de trucage qui font que dans aucun pays au monde, si on veut élever les standards, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection transparente. Il n'y a pas. Maintenant, le débat là, il est clos. Il n'y a pas. Vous avez, je terminerai par là, vous avez le patriotisme et le panafricanisme. Oui. Non, monsieur le président. Les deux vont toujours ensemble. Oui. On ne peut pas être un patriote sans être panafricaniste et vice-versa. L'histoire du patriotisme camerounais a toujours été un patriotisme panafricaniste, même universel, si on prend le cas du Cameroun. Quand le chef Douala fait le traité germano-douala, c'est un projet qui articule le patriotisme et ce qu'on peut appeler aujourd'hui la co-souveraineté. Puisqu'il propose aux Allemands et aux Anglais que nous sommes d'accord. Si vous respectez nos intérêts, on peut travailler ensemble. Vous comprenez? Et la réponse des Allemands a été de les massacrer. C'était la réponse. Ils n'ont jamais fait autre chose que de les massacrer. Vous prenez les IPC. L'IPC était nationaliste, panafricaniste, internationaliste. On a toujours marché sur ces trois pieds-là. Parce que vous ne pouvez pas être un patriote qui défend sa patrie et ne pas voir que le problème de nos pays, c'est le système international. Que si on ne détruit pas ça, il n'y aura aucun projet qui peut démarrer sérieusement dans les pays africains.